Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre atelier 11, l'émission des sociaux engagés du média qui vous fait découvrir les travailleuses et les travailleurs qui font le média télé. Nous sommes saison 2, épisode 5. Je suis Antoine. Au-dessus de moi, juste ici, il y a Serge. Salut Serge, comment ça va? Salut, ça va très bien. Bon, dans le chat, nous avons également Michel qui est avec nous et qui va réguler le chat, récupérer les questions, faire la modération, enfin tout ce qu'elle sait faire très très bien. Et aujourd'hui, nous recevons Théophile Kouamoureux. Salut Théophile, comment vas-tu? Salut, ça va? Je vais essayer de mettre un peu de lumière là. Oh, d'accord, vas-y, mets de la lumière. Écoute, j'espère que tu vas bien. Alors, tu connais un petit peu le but de cette émission, hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, sur ton travail et sur ton engagement au sein du média. Ça sera pour la première partie un petit peu sur ton CV, et dans une deuxième partie, on discutera ensemble du média et de toi. Alors, on va commencer directement à l'université de Nancy, où Oui. entre 95 et 97, tu as passé… 94 et 97. 94, j'ai mal calculé. Tu as passé une licence de lettres et de sciences humaines. Ah oui, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que Déjà. j'ai fait un DUG, je ne sais pas si ça existe encore ce truc, Non, un ça DUG existe plus. qu'on appelait culture et com à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore. C'était donc médiation culturelle et communication. C'était donc un DUG pour tous ceux qui se préparaient à être bibliothécaires, journalistes, etc., communicants, et puis ceux qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Il y en avait plein qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, mais comme il y avait médiation culturelle, ça donnait l'impression. Et donc, j'ai fait ce DUG, et par la suite, j'ai fait une licence qu'on appelait une licence pluridisciplinaire de lettres et sciences humaines, qui était en réalité une licence qui était là pour nous donner le temps de nous préparer à nos concours. Certains faisaient les concours de la fonction publique, d'autres faisaient les concours des écoles de journalisme, des écoles de communication, etc., et même de l'IUFM. Et donc, c'était une licence qui avait pas beaucoup d'heures et où il y avait des petits ateliers, des petits groupes de travail pour pousser les gens qui voulaient faire les concours. Voilà. Alors, le DUG, c'était un diplôme universitaire Bac+2. Oui. Et à ma connaissance, ça n'existe plus, hein. Maintenant, le premier diplôme, c'est directement la licence, hein, à la fac. Hein. Avec le système LMD, là, je crois. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Licence, master, doctorat. Bon, Voilà. de fait, le DUG ne servait à rien, en fait. Ça servait à préparer la licence. En revanche, le DUT et le BTS servaient. Et je me demande avec le système LMD comment ça se passe avec ces diplômes. Et ça existe encore, pour le coup, en formation courte. Hein. Je pense qu'il y a encore des passerelles, mais bon. Qui est dans l'éducation ici qui pourrait nous guider? Voilà. Je suis l'incognito. Alors, suite à cette licence, tu pars, alors je ne sais pas si c'est à Lille ou dans l'une des autres établissements, mais tu fais l'école supérieure de journalisme de Lille entre 97 et 99. Oui, à l'époque, il n'y avait que Lille, il n'y avait pas Montpellier, c'était que Lille. D'accord, ah oui, c'est vrai, à l'époque, c'était Lille. Et Lille qui reste peut-être l'école de journalisme, on va dire, l'une des plus renommées, à défaut de dire prestigieuses. Hein. Donc, c'est vraiment, voilà. Et alors, pendant ces 2 ou 3 ans, je ne sais pas, 2 ans, ouais, tu commences à faire un petit peu, peut-être pendant des stages, à l'été 98, tu fais un stage de secrétaire de rédaction. Au Dauphiné Libéré. Voilà, à l'édition locale du Dauphiné Libéré à Valence. Oui, à Valence. Alors, je suis arrivé à Valence par hasard parce que je ne connaissais même pas cette partie de la France. Pour moi, la France, c'est l'Est et Paris. Le reste n'existe pas. Donc, je suis né à Charleville-Mézières. Mes parents vivaient à Reims. Et après, donc, je suis petit, ils sont rentrés au Cameroun. Et puis, leurs amis étaient à Reims. Donc, mon frère est allé à Reims, mes sœurs étaient à Reims. Et moi, bon, j'étais à Nancy parce qu'il n'y avait pas ma filière à Reims. Mais en tout cas, cet endroit, le Dauphiné, c'était un endroit qui était inconnu. Alors, le problème, c'est que en 98, je n'ai pas le permis. Quand on commence à faire les dossiers pour aller en CDD, c'était des CDD de 2 mois. Je pense qu'ils existent toujours, je ne sais pas. Et donc, comme je n'avais pas le permis, on m'a demandé si je voulais être secrétaire de rédaction. Ça m'arrangeait parce qu'en fait, le journalisme local à l'époque ne m'intéressait pas. J'étais un petit con. Et donc, je me suis dit, allez, je vais corriger de la copie.
Et finalement, j'ai fait quand même mon permis assez rapidement, mais il n'a servi à rien. Et j'ai fait donc 2 mois au Dauphiné libéré. C'était des mois où je suis devenu journaliste parce que, en fait, quand vous êtes en école de journalisme et que vous êtes en CDD entre la première et la dernière année, bah, vous êtes considéré comme journaliste. Donc, j'avais un vrai salaire pour la première fois, 2 mois de suite. Et bon, maintenant, je connaissais personne dans les environs. J'ai travaillé de 14h à 22h, j'étais toujours tout seul. Et j'ai été vraiment frappé par le racisme. Oui. On parlait encore avec Taabouas pour lui expliquer que ce qu'il vit, bon, les gens l'ont vécu avant. C'est une expérience quand même assez sordide parce que donc j'arrive là-bas et je me rends compte que le directeur départemental, puisqu'en fait c'était l'agence départementale de Valence, en fait il ne m'adressait pas la parole. Et il allait dire aux collègues secrétaires de rédaction, bah, en fait ce gars-là, il ne me parle pas. Et alors que je ne lui parlais pas parce qu'il ne me parlait pas, j'ai commencé à lui parler, il ne répondait pas. Et donc, elles m'ont dit, en fait, c'était des collègues secrétaires de rédaction encartés à la CGT qui ont donc décidé de créer un halo de protection autour de moi. Et donc, elles m'ont dit, bah, écoute, même s'il ne te répond pas, réponds-lui quand il te parle. Donc, non, parle-lui quand tu le vois. Donc, à chaque fois, je montais à son niveau pour aller chercher les journaux et je lui parlais. Il ne me répondait pas. Je lui disais bonjour. Et puis, alors, le chef des secrétaires de rédaction, il déjeunait des fois avec les jeunes journalistes stagiaires et apprentis, là, sauf moi. Il les appelait tous et puis je restais tout seul. Puis finalement, il est parti en congé et puis c'est sa numéro 2 qui s'est occupée de moi. Et bon, elle était vraiment très sympa. Et quand je rentre, alors, donc je faisais ça et comme j'avais du temps, j'ai fait une série d'enquêtes, enfin d'articles sur la banlieue de Valence et les banlieues à problème entre guillemets. Et en fait, j'ai fait le choix de parler de familles qui se portaient bien. Et j'ai fait notamment le portrait d'une famille avec 5 enfants dont la maman était voilée et leurs enfants avaient fait que des études d'ingénieur, des études de médecine, enfin de belles études. Et j'ai fait ce portrait et la photo qui avait été faite par un photographe avec qui je bossais sur ce projet, qui le faisait en fait comme ça parce que c'est pas le journal qui lui demandait. En fait, on la voit, donc la dame voilée, son mari et puis leur dernier, parce qu'ils étaient quand même assez âgés. Dans un petit écran, ils avaient un dernier de 11 ans. Et donc, j'ai reçu du courrier des lecteurs, de gens qui disaient que on ne nous voit jamais dans le journal ne vient chez nous que pour parler des faits divers, merci, plein. Et quand je rentre à Lille, je suis très content parce que tout le monde m'a dit que j'ai bien travaillé. Et j'arrive demander mon relevé de notes et je me rends compte que j'étais complètement sacré. Il a mis que tout était médiocre, sauf l'assiduité et la ponctualité. Alors, si Cory est dedans, il va se mettre à rire parce qu'en fait, je ne suis jamais à l'heure. Donc, en fait, c'était le directeur départemental qui avait saisi le formulaire et qu'il avait rempli alors qu'il ne. Et donc, j'appelle mon encadreuse, je lui dis, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Elle me dit, elle n'est pas au courant, elle n'a jamais vu ça. Et pourtant, il m'avait dit, tu sais, reviens nous voir quand tu veux. Donc, alors j'étais complètement effondré. J'étais effondré. Parce que la directrice des études à l'époque, tout ce qu'elle trouve à me dire, c'était au fait, tu sais, des fois, il arrive qu'on ne diplôme pas nos étudiants. Genre, en fait, j'ai eu un concours difficile. Tu sais que ils m'ont mis mauvais à culture générale et orthographe. Je suis quand même capable de juger la culture générale, mon orthographe. Pourquoi tu crois? Et en fait, bon, comme j'étais un des rouges de l'école et que j'étais toujours en train de foutre la merde, en fait, elle, quelque part, c'était une manière d'équilibrer le rapport de force avec les emmerdeurs qui passaient leur temps à protester. Mais je pense qu'elle n'a pas vu que c'était une manifestation de racisme. D'accord. L'époque où il y avait les accords dans cette zone entre le RPR et le FN, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 98, lors des élections départementales ou régionales. C'était vraiment une atmosphère terrible. Ça, c'est vraiment le souvenir qui m'a marqué. La solitude, l'isolement, l'absence de vraie communication. Ce qui était totalement différent dans le nord de la France où les gens étaient vraiment très cool.
Oui, clairement, pour une première expérience professionnelle, ça doit bien refroidir, quoi. Ouais, j'étais. Bon, en même temps, il y a une prof, alors j'étais effondré. Alors à l'époque, j'étais un gars qui pleurait beaucoup. Alors, là, je souffrais parce qu'on n'arrêtait pas de dire, ouais, tu pleures comme une fille et ça m'énervait. Et donc, je me suis mis au milieu de l'école comme ça, je me suis mis à pleurer. Et donc, l'encadreuse, c'était une Sud-Africaine blanche qui était mariée avec un Palestinien. Elle était journaliste RFI. Et en fait, elle m'a coaché à l'américaine, là, genre, tu peux le faire, etc. Mais sinon, j'étais complètement à terre. Je pense que j'avais plus de ressources du tout. Ils avaient quand même réussi à me détruire. Mais elle est venue me rebooster et j'ai continué. Tu as continué dans le journalisme quand même, ça t'a pas. Oui. J'ai continué à l'école même parce qu'en fait, j'étais tenté d'arrêter puisque c'était quand même pas gratuit, c'était cher et on me disait que la directrice des études me disait, ben, tu sais, il arrive qu'on ne diplôme pas les étudiants. Et en fait, ce qui m'a permis de sortir de cette défiance avec l'école, c'est que donc j'ai eu à la fin des écoles de concours, des journalistes, il y a des concours, donc j'ai eu un concours. Et à partir de ce moment, bon, j'étais tranquille parce que je savais qu'il me diplômerait, quel que soit le boucan que je ferais. D'accord. Pour commencer mes activités subversives, à dire des méchancetés sur la direction. On y reviendra, c'est pas la seule fois dans ta carrière, on va dire, puisque c'est vraiment la première étape de ta carrière où tu douteras de ton métier ou de ton futur métier de journaliste. On aura l'occasion d'en reparler peut-être. Oui. Alors, suite à ton diplôme, parce que finalement tu obtiens ton diplôme de journalisme, du coup tu pars travailler en Afrique. Puisque tu vas être correspondant freelance, d'abord à Dakar, puis après à Abidjan, pour des journaux français comme Le Monde, Le Point, L'Humanité, et d'autres. Alors, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. J'ai d'abord travaillé à Paris. Ouais. Alors, j'étais passionné d'Afrique, du journalisme sur l'Afrique, parce que, alors, étant donné que j'ai vécu en Afrique pendant mon enfance et mon adolescence, et que je suis revenu en France, qui me paraissait un pays étranger, malgré le fait que ce soit le mien. J'ai eu une nostalgie de l'Afrique et surtout une nostalgie de mon pays, le Cameroun, mon autre pays, et une curiosité très forte de l'Afrique parce que, en fait, c'est à la fac en France que tu rencontres des Africains, des gens du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, de Djibouti, etc. Puisqu'en plus, j'étais à la CTU et à la CTU, le week-end, il n'y a que les Africains. Et donc, ça m'a donné une curiosité pour l'Afrique, découvrir l'Afrique, etc. C'était vraiment mon truc. Donc, j'ai commencé dans une rédaction qui s'appelait L'Autre Afrique, c'était à Paris. C'était un hebdo spécialisé sur l'Afrique, un peu comme Jeune Afrique, mais c'était le concurrent pro-démocratie, on va dire, de Jeune Afrique, mais qui s'est cassé le nez parce que on n'avait pas de budget publicitaire, puisque les États et les entreprises d'État ne nous en donnaient pas, et en fait, en réalité, les entreprises privées non plus. Et parce qu'elles étaient plus ou moins liées aux États. Et donc, j'ai commencé là-bas en mai 99, avant même d'être diplômé. Et puis, ça s'est arrêté en 2000, fin 2000. Et donc, ça s'est arrêté fin 2000, mais déjà début 2000, on ne paraissait plus. Donc, je me suis levé, j'ai pris mon book. À l'époque, il y avait des books. Je suis allé à l'UMA. J'ai cogné, je suis allé voir Jean Chatin, qui est décédé récemment, un journaliste qui est au service international. J'ai lu mon bout, j'ai dit, écoute, je vais aller au Sénégal pour couvrir la présidentielle de 2000. Il m'a dit oui, et puis j'ai dit la même chose au Point, ils m'ont dit oui, donc j'ai fait 2 mois au Sénégal où j'ai été leur correspondant pendant la période électorale, et la pige à l'époque, ça n'avait rien à voir avec maintenant, ça permettait de vivre, surtout pour un jeune journaliste. En plus, je vivais chez des copains. Et donc, après ça, je suis parti en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo. En fait, j'ai fait un peu circuler en Afrique jusqu'à ce que le poste de correspondant du Monde se libère. Et donc, je suis parti m'installer à Abidjan en janvier 2001 pour être à la fois le correspondant du Monde, du Point et de l'UMA. Alors, l'UMA, je signais avec un pseudo, qui était le nom de mon grand-père. D'accord. C'était un choix pour
Oui, parce qu'en fait, tu ne peux pas non plus être le correspondant de 2 quotidiens. Tu peux être le correspondant d'un quotidien, d'un hebdo, d'un mensuel, mais pas de 2 quotidiens. L'UMA savait que j'étais le correspondant du Monde. Mais je pense que le Monde ne se doutait pas que j'étais le correspondant de l'UMA. L'UMA, ça ne payait pas beaucoup au fait, mais comme tu pouvais écrire beaucoup. D'accord. Okay. Et tu adaptais le contenu aux 2 journaux, parce que c'est pas la. Oui, c'est pas la même ligne. Oui, dans l'UMA, j'existais vraiment, c'est-à-dire je pouvais dire ce que je voulais. Dans le Monde, c'était formel, mais c'était pas, je ne me sentais pas non plus censuré jusqu'au moment où la guerre en Côte d'Ivoire commence, et là, je me rends compte de ce que c'est que le Monde. Oui, c'est là que tu as claqué la porte du Monde, du coup. Oui. C'est à cause de ce qui s'est passé avec Gbagbo. Voilà, c'est-à-dire que, alors, donc en octobre 2000, je vais suivre les élections en Côte d'Ivoire, comme j'ai suivi celle de février-mars au Sénégal. Et en fait, au Sénégal, il y a eu une alternance avec Abdoulaye Wade qui est devenu président. Pour nous, l'alternance politique, c'était quelque chose, une sorte de saint graal à l'époque, parce que c'était des régimes de parti unique qui étaient en train de tomber. Et puis en Côte d'Ivoire, il y a eu un coup d'État, donc le parti historique est tombé, et ça a permis, il y a eu une transition militaire, et donc assez chaotique, et Laurent Gbagbo, donc, qui était un opposant de gauche, a été élu dans un contexte assez compliqué. Et très rapidement, il y a eu une rébellion qui a été montée à partir du Burkina, du Gabon, bref, des pays de la France-Afrique, hein, le Libéria, de Charles Taylor aussi. Un peu comme la rébellion Biafra au Nigeria, qui était toujours montée par les pays francophones avec la France. Et tout de suite, en fait, on a commencé à faire de la com pour l'Élysée, pour Dominique de Villepin. En fait, c'est ce qui me semblait. Et alors, j'étais curieux de l'expérience qui se menait en Côte d'Ivoire par rapport à d'autres pays comme le Cameroun, il n'y avait jamais eu d'alternance. J'étais pas particulièrement partisan de Laurent Gbagbo, mais j'étais, disons, je considérais que le fait de remettre en cause le franc CFA, ou bien certains de ses lieutenants en parlaient, ou bien les bases militaires françaises, c'était des bonnes choses. Et j'ai considéré que voilà, c'était une sorte de rébellion téléguidée par la France. C'est pas ce que j'ai considéré, c'est ce que c'était. Et pendant ce temps, Le Monde utilisait mon nom pour écrire les articles pour complaire à Villepin. Vraiment, ils écrivaient avec ton nom, mais c'est pas toi qui écrivais. Où je n'avais pas écrit une seule ligne, et puis c'était co-signé de mon nom. Ouais. Et un article très éditorialisé où on disait que Gbagbo était malhabile, que les rebelles étaient habiles, que en fait c'était vraiment la com qui devait préparer les accords de Marcoussis, etc. Et je me sentais d'autant plus mal que j'avais l'impression que il y avait des risques de troubles ethniques, de guerre ethnique et même de génocide, parce qu'à l'époque, il y avait le Rwanda et on était très sensible à tout ce qui était violence intercommunautaire. Et donc, comme c'est un pays avec une forte immigration, les Ivoiriens étaient en train d'accuser les Burkinabés, etc. Et dans les quartiers, ça chauffait. Puisque bon, moi, j'habitais dans les quartiers. Même si ce n'était pas un quartier très populaire, il y avait des quartiers populaires à côté, je voyais ça. Et il me semblait nécessaire. Pour moi, le rôle du journaliste, c'était d'expliquer ce qui se passe et aussi d'alerter sur finalement l'absurdité qui consiste à s'entretuer pendant qu'il y a des marionnettistes qui jouent avec les destins des Africains au nom de leur puissance. Tu vois. Et donc, j'ai démissionné du Monde pour pouvoir être libre de ma parole, de mon analyse, de mes convictions. C'est comme ça que je suis devenu un journaliste engagé, parce que sinon je ne l'étais pas. Mais je ne l'étais pas, mais en fait, je lisais beaucoup Mongo Bechi, qui est un écrivain camerounais, un peu le Jean-Paul Sartre du Cameroun, qui a toujours vécu en Normandie, qui passait jamais à la télé, dont les tribunes étaient refusées par Le Monde, et en fait, il a écrit des livres comme Main basse sur le Cameroun, qui a beaucoup écrit sur la France-Afrique, avant que le mot même ne soit popularisé par Verschave. Donc, je ne savais pas, jusqu'à 21 ans, que mon grand-père, à la naissance de ma mère, en fait, mon grand-père, juste après, il est en prison parce que, en fait, il est considéré comme un communiste, UPCiste, indépendantiste, et finalement, il chope la tuberculose dans cette prison, et puis voilà, il vit toute sa vie, le reste de sa vie avec ses douleurs.
Et donc, le Cameroun, il y a une guerre, en fait, une guerre d'indépendance atroce qui est sous-estimée en France. On n'en parle pas, c'est un des tabous nationaux, mais il y a eu dans ma région d'origine des dizaines de milliers de personnes. On a balancé du napalm sur leur gueule, on les a vraiment. C'était vraiment une guerre pour se venger de l'Algérie, quoi, et de l'Indochine. Et donc, j'avais cette conscience-là de ce point historique, mais pour moi, c'était passé, c'était terminé, on n'en parlait plus. En plus, les années Jospin étaient des années, quoi qu'on puisse dire sur Jospin, c'était des années de reflux. On parlait de recamp, c'est-à-dire de tout un processus qui consistait à retirer progressivement les bases françaises et à les remplacer par des capacités locales, un désengagement, hein, mais pas un désengagement comme les États-Unis en Afghanistan, vraiment un truc qui était pensé. Et il y avait aussi un soutien à la cause démocratique, hein, quoi qu'on puisse dire, puisqu'il y a toujours la raison d'État. Mais le retour de Chirac, c'était le retour vraiment de la France-Afrique bête et méchante. Et moi, j'ai été étonné, quoi. Et révolté. Et donc, c'est là que forcément, tout a changé, tout a basculé. Alors, est-ce que c'est pour ça, est-ce que tu t'es ensuite plutôt dirigé vers des médias ivoiriens? Tu as été grand reporter à Fraternité Matin, et puis tu as été rédacteur en chef au Temps aussi, qui sont donc 2 médias de Côte d'Ivoire. Oui, en fait, j'étais blacklisté, en fait. Quand j'ai démissionné du Monde, j'ai pensé que tout s'y irait bien. Enfin, j'étais vraiment naïf. Et donc, tout de suite après, j'ai RFI, la Radio France Internationale, m'a permis de faire des articles pour leur site, rfi.fr. Et puis, le directeur général même est descendu pour dire, bon, il faut arrêter ça, on ne peut pas travailler celui-là. Il crache sur la France. Et puis, progressivement, je me suis rendu compte que si je voulais dire ce que j'allais dire, et je voulais dire, à part l'UMA, plus personne ne prendrait mes papiers. Et donc, il fallait que je fasse mon chemin dans la presse locale. Donc, Fraternité Matin, c'est le quotidien de l'État, donc j'ai travaillé pour eux. Et puis, très rapidement, le ministre qui était le ministre de la Communication, c'était le chef des rebelles, un peu téléguidé par la France et le Burkina, donc j'ai été obligé de partir. J'ai créé le Temps enfin, je veux dire, j'en étais pas directement le responsable. Et puis, bon, je me suis senti pas très bien parce que, bon, il y avait une sorte d'ambiguïté que je voulais lever. Donc, j'ai moi-même, avec des copains ivoiriens qui avaient étudié en France, on a créé des petits journaux, donc le Courrier d'Abidjan notamment, qui a quand même bien marché. Et puis, on a créé une société de distribution de journaux aussi, qui avait 40 salariés. On avait, en fait, à 27, 28 ans, j'avais 40 salariés, 45. Mais bon, en fait, on s'en foutait de l'argent, c'était pas ça notre problème. On voulait, par exemple, la société de distribution, c'était pour dire merde au NMPP, en fait, qui avait le monopole de la distribution de presse et qui décidait des moments où ils voulaient nous distribuer, des moments où ils ne voulaient pas nous distribuer, parce que justement, ils étaient dans la position de cette sorte de guerre sournoise de l'État français contre la Côte d'Ivoire. Et puis, je me suis disputé avec mon associé, et on a tout cassé. Puis bon, après, donc, j'ai retravaillé pour la presse internationale, pour Jeune Afrique, comme journaliste économique, pour les trucs locaux. J'ai beaucoup travaillé comme journaliste économique durant mes dernières années en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai recréé un journal qui n'a pas autant marché que le premier, que j'ai cédé aux autres, puisque je suis revenu en France en 2011, après avoir fait quelques semaines en prison pour avoir sorti des affaires qui ne fallait pas sortir. Alors là, pour le coup, tu es en train de dérouler tout ce qu'on a, on a prévu d'évoquer. Ok, donc je m'arrête et je vous laisse. Non, mais c'est vraiment très intéressant. Franchement, il y a déjà un parcours avec une densité incroyable. Donc, si on revient, donc après le Temps, tu crées effectivement, tu l'as dit, le Courrier d'Abidjan. Ça, c'est quoi? C'est 2003, je crois. Oui, 2003, oui. 2003. Alors, comment ça se passe? Après, le Courrier d'Abidjan n'existe plus. Il y a le Nouveau Courrier qui existe encore. C'est quoi? C'est un changement en fait, de nom? le Nouveau Courrier, c'était... donc on a créé le Courrier d'Abidjan. Ouais. Alors, les journaux en Côte d'Ivoire, c'est pas comme en France, hein, c'est-à-dire les investissements nécessaires pour faire un journal ne sont pas du même ordre. Il faut avoir une dizaine de milliers d'euros.
Donc, on a grappillé de gauche à droite auprès de copains. Et bon, mon associé même était un actuaire qui avec un peu d'argent. Et donc, l'objectif, c'est donc parce que vous avez du crédit auprès des imprimeurs par défaut. Donc, l'objectif, c'est de vendre assez pour pouvoir payer sa facture chez l'imprimeur et pour pouvoir payer les salaires. Et donc, le courrier d'Abidjan, ça fonctionnait assez bien. Donc, en 2010, il y a des investisseurs qui me disent bah, tiens, on veut refaire l'aventure du courrier d'Abidjan. Donc, on le fait, mais ça marche un peu moins. Et puis, dès qu'on le lance, en fait, on a décidé, donc, pour pouvoir justement être vendu, parce que la concurrence, elle est féroce en Côte d'Ivoire. Il y avait une vingtaine de quotidiens. Je me suis dit, bon, en fait, on va faire l'enquête. Parce que bon, c'était pas quelque chose qui était très répandu. Et donc, on fait une enquête sur les milliards détournés du cacao, un peu les cacao leaks, on aurait appelé ça comme ça. Le livre noir de la filière cacao. Et en fait, ce qu'il ne fallait pas faire, c'était l'affaire Elf, quoi. Et donc, le procureur de la République qui avait enquêté là-dessus et dont on avait obtenu le dossier d'enquête, nous a foutu au Nouf pour qu'on donne nos sources. Voilà, c'est ça. Alors là, il y a un article dans Jeune Afrique dans lequel tu racontes à l'époque comment ça s'est passé, comment tu t'es retrouvé en prison pendant 2 semaines et comment c'était, enfin comment sont les prisons là-bas, en tout cas à l'époque. Donc effectivement, tu es inculpé pour vol de documents parce que le procureur t'a convoqué pour que tu donnes tes sources et tu as refusé. Puisque le document est dans son bureau, oui. Si je l'ai, alors qu'il ne me l'a pas donné, c'est que je l'ai volé. Voilà, c'est ça. Et finalement, tu seras relaxé par le tribunal. Oui, avec mes deux collègues avec qui on avait enquêté. Alors, mes deux collègues, le directeur de publication et un autre avec qui on avait enquêté. Voilà, Stéphane Guédé et Claver Oula. Voilà. Alors, ça, c'est déjà en 2010. Mais là, du coup, on va refaire un petit saut en arrière parce que en 2006, tu publies un premier livre qui s'appelle « La France que je combats, itinéraire intellectuel et personnel ». Donc, alors, on a le lien chez l'Harmattan, je crois, on a le lien. Alors, c'était édité par mon journal, et puis donc, pour qu'il y ait une édition internationale, on a donné le fichier à l'Harmattan qu'il a publié, qui ne nous a jamais on n'a jamais eu aucun droit d'auteur. Mais l'objectif, c'était de diffuser à l'international. Allez, on fait un petit tour par le chat. Alors, il y a Thierry Titi qui nous dit que c'est impressionnant comme les médias peuvent être des instruments pour imposer une certaine narration. On a souvent l'image d'observateurs neutres, mais en fait, les médias sont des acteurs politiques. Oui, je pense que les médias sont des acteurs politiques. D'ailleurs, j'ai essayé de regarder, je n'ai pas réussi parce que c'est trop didactique, The Loudest Voice sur l'histoire de Fox News. Mais en fait, oui, je trouve que c'est une série qui est vraiment éclatante de vérité sur la manière dont les médias font l'agenda. Tout à fait. Alors, encore dans le chat, alors, ça va un peu décompresser. Cory qui nous dit qu'on lui demande où sont tes super chemises. Alors, j'ai déménagé et je ne sais pas où ils sont. Tu n'as pas encore ouvert les cartons. J'ai envie d'en avoir un nouveau stock. Alors, ce livre, c'était en 2006 et en 2007, tu en sors un autre qui s'appelle « La recolonisation de l'Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire ». Alors, celui-ci, il est plus trop disponible, hein, je crois. On n'arrive plus à le trouver, peut-être en occasion, mais en tout cas, dans les... Parce qu'en fait, justement, il n'a pas été publié par l'Harmattan. Il a été publié localement par le même journal. Et donc, quand le journal s'est un peu cassé suite aux mésententes entre les promoteurs, on est resté avec plein d'exemplaires sous les bras. Et donc, j'avais mis des cartons chez mon beau-frère dans une de ses chambres et en fait, il ne pouvait pas l'utiliser. Donc, un jour, je suis parti voir un marchand, un grossiste de journaux. Lui, je lui ai donné ça, je lui ai vendu au kilo. Et donc, il a vendu ça, je pense que je lui ai vendu ça à 25 francs CFA l'exemplaire, genre même pas quelques centimes, quoi. Donc, finalement, c'est mon livre qui s'est le plus lu parce qu'il il se vendait partout, dans les librairies par terre, à la criée, à
15 centimes, 20 centimes, 50 centimes. Ah, Du coup, il n'a pas eu une édition internationale. J'ai essayé de récupérer le fichier pour le rendre disponible, mais c'était vraiment un fichier de mauvaise qualité que j'ai récupéré. Donc, en fait, pourtant, je suis très content parce qu'en fait, j'avais essayé de comprendre ce qui arrivait donc, dans ce pays à travers la production euh, des gens comme Hubert Védrine et puis des think tanks français, américains, etc. Parce que à l'époque, c'était juste après la guerre en Irak, où en fait le néoconservatisme américain donc avait offert sa version de la recolonisation du monde à travers l'Irak, et la France, avec Chirac et De Villepin, donnait l'impression d'être pour le multilatéralisme, mais en réalité c'était une sorte de co-gestion de l'impérialisme qui était proposée et qui s'appliquait en Afrique, c'est-à-dire en fait les membres permanents du Conseil de sécurité devaient étendre ce qu'ils appelaient la RDP, la responsabilité de protéger, c'est-à-dire le devoir d'ingérence, et à travers des instruments comme les casques bleus, les Nations Unies, pouvoir faire avancer des agendas, impériaux. Et donc, la vraie dispute entre Chirac et Bush était en fait ça, la gestion solitaire de l'impérialisme ou la cogestion de l'impérialisme. Et bon, je pense que la cogestion de l'impérialisme, elle est morte avec finalement la fin de la guerre en Côte d'Ivoire et en Libye, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la guerre en Libye, mais la guerre en Côte d'Ivoire, la dernière guerre au bout de laquelle l'armée française a bombardé la résidence de Gbagbo et tué plein de gens là, c'était en fait, en gros, il y avait deux résolutions, 1973 et 1975 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, le Conseil de sécurité, disons, au nom de la responsabilité de protéger, donne mandat à la France pour protéger les civils. Et la France change la nature du mandat pour en faire un mandat de changement de régime. Ça s'est passé dans les deux pays. Et c'est à partir de là que les Russes, les Chinois ont plus voulu rien entendre et en fait ont empêché tout sur la Syrie. Et puis aujourd'hui, les Russes affrontent directement la France dans son précaré. Mais tout est parti de cette guerre de Côte d'Ivoire et de la guerre de Libye. C'est-à-dire l'instrumentalisation des résolutions des Nations Unies par la France. Et aujourd'hui, la France a perdu de sa puissance justement parce que elle ne peut plus rien obtenir quasiment du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que les pays en plus, on est dans une situation où tous ceux qui veulent nous emmerder les Français, vont à l'endroit qui est à la fois l'endroit de sa force et de sa faiblesse, c'est-à-dire l'Afrique, pour lui mordre les mollets, comme la Russie, comme la Turquie, qui déploie des trucs vers le Mali, là. Et donc, c'était finalement le début de cette histoire. Oui, c'est logique, une contestation de l'influence sur un territoire beaucoup trop grand pour continuer à être maîtrisé comme ça, quoi. Ouais, c'est bon, c'est de la folie. En fait, c'est même pas c'est pas tellement la taille, c'est le nombre. Parce qu'au début, l'Afrique était déjà immense quand la France, l'Angleterre et le Portugal la maîtrisaient, mais elle était vite. Je pense que le paludisme a été l'allié. Enfin, le paludisme a empêché de coloniser l'intérieur des terres, mais en fait, il a aussi permis des territoires vides. Aujourd'hui, ils sont plus vides. Donc, ils sont des milliards. En plus, bon, de toute façon, même la France n'aime pas ce qu'elle veut là-bas. Le capitalisme de connivence français est le principal responsable des échecs, puisque, en fait, le bon sens voudrait qu'il y ait une coopération entre États pour permettre à ces pays de s'enrichir et d'être des partenaires. Mais en fait, en réalité, c'est du pillage, c'est de la prédation, c'est Bouygues, Bolloré qui volent ces pays-là. Et avec la protection de notre armée, c'est ça en fait. Et donc, du coup, il se développe un sentiment anti-français qui est préoccupant parce que nous qui avons dénoncé la France-Afrique, ben, quand on arrive là-bas, moi quand je vais au Cameroun, avec mon passeport, je me fais victimiser. Alors bon, moi au moins je suis camerounais, je peux parler, même les enfants.
demain. C'est ça aussi, c'est-à-dire que ces pays-là et la France sont liés par l'histoire et par nos enfants. Et donc, il faut vraiment que... Il ne faut pas banaliser la relation, il faut que la relation devienne une relation saine. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se perdre dans les amertumes, il faut assainir, mais c'est difficile. Et toi, en Côte d'Ivoire, tu pensais que Gbagbo, par exemple, avait un rôle à jouer là-dedans, Oui, qui s'opposait à l'impérialisme? je pense que Gbagbo, c'est un socialiste français, donc bon, avec toutes les limites qu'on peut... Quand je dis ça, c'est une manière grossière de parler. C'est-à-dire que c'est pas la radicalité absolue non plus, mais je veux dire que au début, en tout cas, il y avait une sorte de volonté de créer les bases d'un État indépendant, et je pense que la France n'a pas supporté, et puis voulait absolument Ouattara, puisque c'était l'homme qui lui avait permis, quand il était Premier ministre, qui avait permis aux grands groupes français d'accaparer les entreprises publiques lors des privatisations pour peu d'argent. Gbagbo n'était pas du tout francophobe, il était plutôt francophile, mais avec des références plus... Ses copains, c'est Henri Emmanuelli, des choses comme ça, voilà. La gauche qu'on considérait comme pas assez libérale. Donc, encore une gauche progressiste. En fait, de Côte d'Ivoire, finalement, la fracture européenne, c'était assez facile à voir, puisque les Fabius et Strauss-Kahn étaient les copains de Ouattara, et les grognards comme Emmanuelier et Mélenchon, ils portaient Gbagbo. Alors, maintenant, bon, il y a eu la guerre, donc il y a eu des violences, il y a eu des crimes, il y a eu des trucs moches des deux côtés. Il n'y a pas de bon, il y a un mauvais, ça c'est sûr que Ouattara est mauvais, mais Gbagbo n'est pas un bon. Mais disons qu'en fait, il avait quand même... En fait, depuis la vingtaine, il a développé un projet pour son pays, il avait des convictions. Bon, maintenant, Alpha Condé aussi en avait, et c'est devenu ce que c'est devenu. Mais disons que cette guerre était complètement inutile, et elle a été une contre-révolution démocratique, c'est-à-dire les petits acquis démocratiques qui avaient été engrangés ont été détruits. Alors, je propose qu'on reste 30 secondes encore en Afrique, parce qu'il y a une question dans le chat de Thierry Titi qui te demande ce que tu penses de l'Union africaine, qui est un organisme, dit-il, qui forme et déploie des militaires africains sur le continent. Et quel rôle cette union a-t-elle dans la guerre de colonisation? Je transmets la question telle qu'elle. L'Union africaine, a priori, au départ, c'est une bonne idée, puisque, en fait, c'est une sorte de dans l'idée, c'est une sorte de mutualisation des ressources, parce que finalement, ces pays sont pauvres. La Centrafrique ou bien la Guinée-Bissau ne peut pas se défendre toute seule. Donc, c'était une question de mutualiser les capacités militaires, mutualiser, aussi négocier face aux grands blocs ensemble, etc. Mais aujourd'hui, l'Union africaine, les casques blancs de l'Union africaine sont financés par la communauté internationale, par les pays européens, par les États-Unis, et donc c'est déjà mort, quoi. Donc, ils n'ont pas d'autonomie, ils sont financés par la Chine, les États-Unis, la France. C'est pas très sérieux, voilà. Et puis surtout, la question de la démocratie n'est pas tranchée, et ça devient une sorte de syndicat de chefs d'État, le syndicat de dictateurs des fois, qui se soutiennent. C'est la voie à suivre, parce que finalement, la différence entre le panafricanisme et la construction européenne, c'est que le panafricanisme peut être un moyen de s'émanciper et de construire quelque chose qui ressemble à une sorte de super-État, là où les petits États ne sont pas viables. Mais pour cela, il faut que dans les pays les plus forts, comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Kenya, qu'il y ait une sorte de convergence, comme il y en a eu une fois à un moment donné en Amérique du Sud, mais qui elle-même a été un peu tuée, une convergence indépendantiste et souverainiste, si on peut utiliser ce mot dans le sens où je l'entends. Mais bon, franchement, pour l'instant, c'est la cata. Je pense que maintenant, il est temps, dans ton parcours professionnel, de commencer à se réorienter vers la France. À partir de 2009, alors j'ai noté, tu deviens directeur des rédactions chez Avenir Média en Côte d'Ivoire. Tu es en même temps journaliste chez Jeune Afrique, à moitié sur la Côte d'Ivoire, à moitié sur Paris. Oui. Donc, tu commences à revenir un petit peu oui, à partir de 2009, parce que mon contrat avec Jeune Afrique, c'était un mois en Côte d'Ivoire, un mois en France. D'accord. Et alors,
on arrive en 2011 et en 2011, tu crées une structure en tant qu'auto-entrepreneur qui s'appelle TK News. En fait, c'était rien du tout, hein. C'était juste, j'étais auto-entrepreneur. C'était juste, à l'époque, je me disais que je pouvais essayer de créer un moyen de permettre aux journaux locaux d'avoir des abonnés ici, dans la diaspora, pour se financer un peu. Bon, j'ai jamais réussi à faire ça. J'ai essayé avec des développeurs de faire des systèmes incitant les gens des diasporas africaines à s'abonner à des médias pour leur donner des moyens de leur indépendance. Ça n'a pas bien fonctionné. D'accord. Et c'est aussi une période où tu réécris des livres, puisque tu écris en 2012 J'accuse Ouattara. Du coup, on a déjà un petit peu parlé. Et en 2015, J'accuse Ouattara 2. Bon, J'accuse Ouattara 2, c'est la même chose, hein, c'est juste avec quelques ajouts. C'était, disons, des livres de combat à une époque où, justement, le narratif de la libération de la Côte d'Ivoire, des bras d'un génocidaire et le triomphe d'un démocrate était fort. Donc, il était question de casser tout ça. Aujourd'hui, on en est revenu, mais bon, c'était des moments où, oui, un journaliste de combat contre un narratif, disons, justifiant légitimement la reprise en main de ce pays. Et donc, c'était, disons, des petits livres vraiment pas très longs, mais assez bim bam boum, quoi. D'accord. Je crois qu'on peut encore les trouver. Enfin, en tout cas, ils sont référencés. Si on tape J'accuse Ouattara, on arrive encore à trouver des liens. Alors, je ne sais pas si les livres sont disponibles. Par contre, ils ont été édités aussi par des petits éditeurs locaux, je crois. C'était Materia Scriptation, l'éditeur corse. C'est un ami qui s'appelle Grégory Proch qui faisait ça, en fait. D'accord. Alors, en 2014, alors tu tenais un blog, je ne sais pas si tu le tiens toujours, il y a eu plusieurs adresses, etc. Et en 2014, tu écris un billet dans ton blog qui est un petit peu l'adieu au journalisme africain, on va dire, je ne sais pas, tu vas nous dire, qui s'appelle Le Nouveau Courrier, donc l'un des médias que tu avais cofondé, Le Nouveau Courrier et moi, ou La Tentation d'en finir. Ouais, c'était la fin. Ouais. Et dans lequel tu annonces ton renoncement du coup au journalisme tel qu'il est pratiqué en Afrique. Tu écris notamment, je cite, pour qui écrit le journaliste africain, point d'interrogation, angoissante question. Donc là, tu remets un petit peu en perspective peut-être toutes les expériences que tu as pu avoir et tu aboutis à ce constat que tu ne peux plus être journaliste en Afrique, c'est ça? Oui, parce que bon, j'ai tout essayé, mais bon. En plus, c'est une période, la période de la transition numérique est aussi une période très difficile pour ce journaliste qui était déjà très fragile et qui a perdu enfin, son modèle économique s'est effondré. Et donc, soit c'est un journaliste financé de l'extérieur, genre RFI, RT, etc. Soit c'est du journalisme de commentaires. Enfin, les gens ne peuvent même pas aller à 100 km plus loin pour faire un constat, avec un lectorat qui est très restreint. Je pense qu'il y a des gens vraiment qui sont intéressés par l'information, mais ils n'ont pas les moyens d'acheter des journaux ou bien de s'abonner. Serge, justement, avait relevé dans ce billet de blog une similitude peut-être, ou en tout cas, il y a quelque chose, Serge, qui t'avait interpellé. Oui, j'avais lu dans ce billet de blog que tu avais écrit que tu espérais 1000 abonnés pour le journal qui devait s'appeler le nouveau Courrier, il me semble, donc en 2014, que tu ambitionnais de passer à 2000 pour financer une diversification audiovisuelle, et puis qu'en fait, il y avait eu 130 abonnés. Tu notais, les nouveaux abonnés remplacent ceux qui ne renouvellent pas leurs abonnements. J'ai tout essayé pour plaider notre cause auprès du public, en vain. Voilà, c'était un constat assez triste et on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec les inquiétudes qu'on peut avoir aujourd'hui pour le média. J'espère qu'on n'est pas dans Oui, mais la différence la même situation. fondamentale, mais qui peut bouger, c'est que en France, il y a ce qu'on appelle, alors le mot est discuté, la classe moyenne, c'est-à-dire des gens qui ont la majorité de la population n'est pas dans la pauvreté. Donc, du coup, je pense qu'il y a quand même le moyen de faire comprendre au public que c'est lui qui doit financer son info. Maintenant, est-ce qu'il est convaincu de ça, alors qu'il a une flopée de contenu gratuit qui lui arrive à sa disposition?
est-ce qu'il est convaincu qu'il faut payer 10 euros, par exemple, par mois pour un journal, alors que Netflix prend 12 euros pour un contenu gigantesque? Un peu plus maintenant. Je crois que ça a augmenté, Netflix. Oui. Je n'ai pas Netflix, mais j'ai entendu dire que ça Moi, avait augmenté. et chaque fois, ça augmente. Et puis, en plus, c'est la logique. En fait, tu deviens accro. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, Netflix, pour nous, c'est comme la télé. Je veux dire, chaque membre de la famille a son compte. Bon, bref, donc, je pense que c'est quand même jouable. Mais effectivement, la paupérisation des Français, le Covid, des trucs comme ça, en fait, les premières entreprises dont le modèle sera touché, c'est les entreprises qui vivent du don, comme les nôtres. Ouais. Ouais. On avance un petit peu. Retour à Paris. Cependant, une partie de ton cœur ou de ton âme reste en Afrique, j'allais dire, puisque tu deviens responsable de rédaction chez Africa 24 Magazine. Donc, oui, bon, alors je ne sais pas si c'est le cœur ou bien si c'est la raison. En fait, Africa 24, c'est une télévision Jean France 24, enfin, qui se dit Jean France 24, oui. qui a un magazine, avait un magazine trimestriel spécialisé dans l'économie sur lequel je bossais. Je faisais des grands dossiers sur l'énergie, l'éducation, la santé, mais sous le prisme économique, éco-business. Bon, je faisais ça pour vivre. D'accord. Parce qu'en fait, vu que je suis journaliste économique et que je connais bien l'économie de l'Afrique, bon, ils me payaient, je travaillais. C'était pas beaucoup, il y avait beaucoup de raisons et pas tellement de cœur. Hein. D'accord. Et juste après, alors, tu redeviens, alors tu vas nous dire, tu as fondé quelque chose qui s'appelle, je ne sais pas comment on dit, YeNews, Y-E News, qui se veut être un média digital distribué sur les réseaux sociaux. Donc ça commençait à être un petit peu l'engouement hein, pour les médias sur les réseaux sociaux. Quel était ce projet? Je ne crois pas qu'il existe encore parce qu'il y a un YeNews qui existe, mais qui semble être plutôt piloté par des Américains. Ce n'est pas la même chose, j'ai l'impression. Bon, la page Facebook, les pages existent toujours, mais elles ne sont plus alimentées. C'était voilà, c'était une volonté de faire, de profiter des plateformes et de ce qu'on voyait déjà pour essayer de distribuer de l'info via les plateformes. C'était un test, en fait, pour voir comment ça fonctionnerait. Bon, aussi une manière de m'occuper, parce qu'en fait, pendant les périodes de faible activité ou de chômage, moi, j'ai toujours essayé de lancer des projets en me disant que bon, ça me permet même de me former. Et donc, ce n'était pas un projet qui avait un modèle économique, quoi que ce soit, c'était une manière de voir comment on peut agrandir une audience en faisant des petites pastilles d'informations sur YouTube, Facebook, Twitter, etc. Et ça marchait plutôt bien d'ailleurs. Mais bon, j'ai arrêté ça complètement quand tu arrives aux médias. Alors justement, voilà. Alors, mais oui, mais non, on va voir. Yvon Labrise a posé une question dans le chat, je l'ai noté aussi, mais on va la réserver pour tout à l'heure. Depuis 2018, tu es aux médias télé. On va en reparler dans la deuxième partie de l'émission. Mais il y a un dernier point sur lequel je voudrais t'interroger, c'est que tu t'es pas arrêté hein, dans les projets, dans les tentatives. Tu as créé, là tout récemment, en janvier 2021, Afrospeak, qui est un agrégateur audio panafricain. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, en fait, c'est une sorte de... Alors, il y a une entreprise qui s'appelle Reverb, qui est une entreprise française qui fait des plateformes agrégateurs de podcasts. Et donc, donc ils font notamment Kiku, qui est un bel agrégateur de podcasts pour enfants. Et donc, ensemble, on a fait Afrospeak, c'est-à-dire on récupère les flux des podcasts sur l'Afrique et on les met au même endroit. Et ça permet aussi de faire la promotion des podcasts, parce que moi aussi, je fais du podcast, enfin, c'est pas du podcast développé, c'est des éditos audio sur ma passion africaine. Et voilà, c'est un peu un essai justement pour voir comment le public africain peut recevoir les podcasts. C'est pas encore la grande explosion comme ici. Donc, c'est un projet de cœur, quoi. Moi, j'ai pas le temps pour lui. Voilà, donc nous sommes de retour pour parler dans cette deuxième partie d'émission de l'arrivée de Théophile donc aux médias. Après toute sa carrière africaine et française, le voici donc en 2018, si je ne me trompe pas, qui arrive aux médias. Alors il y avait dans le chat une question à ce sujet pour Théophile, d'Yfan Labrise, qui demandait
comment et pourquoi Théo a été embauché par le média. Théo, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé là? Alors, le média, j'ai tout de suite été intéressé par le projet dès que je l'ai vu. Mais je me suis dit, bon, ils vont jamais être intéressés par moi, puisque, bon, en fait, le blacklisting, si on peut dire, dont j'ai été l'objet dans la presse française, m'avait rendu un peu paranoïaque. En fait, il y a des gens qui m'ont dit, tu perds rien, on postule. Donc, j'ai postulé. D'autant plus qu'en fait, en 2017, bon, j'ai saoulé toute ma famille avec ma propagande électorale, qu'on peut imaginer. Et donc, ils m'ont appelé assez rapidement. C'est Sofia Chikirou qui m'a appelé. Parce que, bon, il m'avait vu, je pense, dans des émissions comme Ce soir ou jamais, des trucs, des émissions où j'ouvrais ma grande gueule et puis je disais des méchancetés. Et donc, elle voulait aussi, bon, quelque part, créer un média de diversité. Et puis donc, ils ont trouvé que j'étais un journaliste qui correspondait à leurs attentes. Mais ça n'a pas, au départ, c'était pour SDPLM qu'elle m'avait contacté parce qu'elle voulait faire des émissions, c'est-à-dire en dehors du JT, faire des émissions avec des producteurs. Et donc, elle m'avait demandé ce que je pouvais faire. Mais en fait, elle avait d'abord été intéressée par le profil, je pense, journaliste engagé contre la France-Afrique, là, qui ouvre sa bouche. Et donc, j'ai proposé une émission sur l'économie sociale et solidaire. Bon, rien à voir avec ce que je fais. Elle a dit OK, mais par la suite, elle a mis la pression à la rédaction pour qu'il m'embauche. Et donc, Aude Rossigneux m'a appelé et puis finalement, on m'a embauché à la rédaction. D'accord, donc ça c'était en quoi, janvier 2018, c'est Et ça? en janvier, c'était en novembre ou en décembre 2017. Ah oui, d'accord, donc dès avant le début des programmes, quoi. Du coup, alors après, pendant les premiers mois du média, tu as intervenu régulièrement dans le journal, en fait. Et puis, on te retrouve en rédac chef adjoint dès l'été 2018, en fait, après la première crise du média. Oui, en fait, bon, c'est quand même important de savoir pourquoi il y a une crise aux médias. Déjà, en fait, aujourd'hui, il faut vraiment reconnaître à Sofia Chikirou, Gérard Miller et Henri Poulain leur mérite. C'est eux qui ont créé cet endroit. Moi, je sais très bien que, en fait, si ça ne dépendait que des journalistes professionnels du média, j'aurais jamais été embauché. Je sais très bien que j'ai été embauché à la demande de Sofia Chikirou, et comme d'autres journalistes du média, comme Yanis d'ailleurs, les journalistes disons, pas classiques ont été embauchés à sa demande. Donc, franchement, je lui tire mon chapeau pour ça. Elle nous a fait confiance. Mais il y a eu, le média s'est créé sur une sorte de malentendu. Moi, je n'avais aucun problème à travailler pour un média engagé, même un média militant, ça ne me dérangeait pas. Mais en fait, ce n'est pas exactement ce qui a été vendu. Et donc, il y a eu cette ambiguïté qui a fait que finalement, un rapport désagréable s'est construit, où il y avait d'un côté les militants qui étaient aux réseaux sociaux et dans les postes administratifs, et les journalistes qui étaient à la rédaction. Et puis, Sofia Chikirou, disons, a tranché ce conflit en essayant soit d'infiltrer sa propre rédaction à travers les journalistes qu'elle estimait plus sensibles à ses demandes, soit d'engager le bras de fer avec les journalistes. Et donc, c'était un environnement comment dire, très anxiogène pour les jeunes journalistes. Et donc, j'ai décidé de le dénoncer quelque part à cause de Iban Raïs. En fait, Iban Raïs était en bisbille avec Sofia et en fait, il en souffrait. Et, bon, alors je lui ai dit, écoute, Iban, fais profil bas, etc. Et puis il m'a dit un truc qui m'a remarqué. Il m'a dit, mais enfin, c'est moi qui souffre et en fait, tu me demandes de souffrir encore plus au lieu de confronter la dureté de ce qui m'est, de la confrontation qui m'est imposée. Et j'ai eu un peu honte de moi. Et donc, c'est là que j'ai appelé Aude Lancelin pour dire en fait il faut qu'on trouve un moyen de créer un équilibre entre les journalistes et la direction. Mais ce n'était pas fait pour renverser Sofia Chikirou ou quoi que ce soit.
Mais bon, ça c'est très rapidement, vu qu'il y avait déjà un clivage entre les, les, les parties du média, donc la partie plus militante, la partie plus journaliste, et à l'intérieur même de la rédaction, ça avait créé des choses pas très nettes. C'est devenu incontrôlable et ça aboutit à cette crise ouverte dont tous les médias ont parlé et qui s'est terminée donc par le départ de Sofia, qui est partie, en fait, qu'on n'a pas chassé non plus. Et puis l'arrivée de Aude Lancelin à la direction. Et c'est là que, en fait, parce que en gros, le média était censé être un truc transversal, son chef, son rédaction en chef, bon, c'était pas vraiment le cas en réalité. Et donc, Aude Lancelin, quand elle est devenue responsable, elle a décidé de nommer des personnes à des postes intermédiaires, notamment moi, Romain Moriconi, et je ne sais plus. Bref, en tout cas, c'est là que je suis devenu rédacteur en chef responsable de l'actualité. Donc, des contenus d'actualité, donc notamment de ce qu'on appelait l'autre journal de la saison 2, qui était censé en fait prendre acte de l'échec de notre incapacité, en tout cas, à nourrir le journal télévisé, et donc de faire une sorte de journal télévisé en léger et différé. Donc, on enregistrait l'autre 20h vers 17h, et en fait, on diffusait à 20h. Et donc, c'est moi qui étais chargé des contenus de l'autre 20h, et notamment des premières et des deuxièmes parties de soirée. On en arrive à un paradoxe que certains sociaux peut-être ont du mal à appréhender. Tu viens d'évoquer le journal du média première saison qui visiblement n'était pas viable dans sa forme. Il engageait trop de moyens humains et matériels par rapport à la capacité du média. Et aujourd'hui, on en est à une matinale donc quotidienne avec des moyens qui sont beaucoup plus faibles en fait aux médias. Quelle est la différence de situation en fait entre ces deux époques? Alors, la différence de situation, c'est qu'en fait, nous avons réussi à intégrer, à internaliser un certain nombre de choses qui étaient. Ce sont des salariés aujourd'hui qui s'occupent de la technique. À l'époque, on avait des intermittents, on avait un plateau de 5 ou 6 intermittents qui venaient tous les jours pour faire le JT. Aujourd'hui, ce sont nos jeunes salariés qui sont à la technique, qui ont appris les métiers de réalisation, etc. Donc, et ça fait que les coûts se sont effondrés. Et puis aussi, nous avons même plus de métiers dans le logiciel parce que le média saison 1, c'était quand même beaucoup de journalistes qui venaient de la presse écrite. Et surtout, une matinale est moins gourmande en reportage, en contenu extérieur qu'un JT. On n'a plus de maquilleuses, on n'a plus de. Enfin, il y a un certain nombre de métiers. Bref, c'est moins cher à produire qu'un JT. Mais bon, bien entendu, c'est un vrai pari sur l'avenir parce que nous, ce qu'on veut faire à travers cette matinale, c'est nous redonner une singularité dans l'écosystème des médias indépendants et utilité aussi. Parce que je pense que comme nous sommes dans une année électorale, les choses vont s'accélérer. Et quand ça s'accélère, il faut avoir des formats qui permettent de réagir vite. Aujourd'hui, ça va être de plus en plus compliqué d'enregistrer un truc jeudi et puis le diffuser mardi sans que ça se voit trop. Alors, à propos des formats du coup du média, on peut dire que toi, tu as touché à plusieurs formats différents depuis que tu y es. Donc, on parlait du journal télévisé première saison, mais après, dans les saisons suivantes, bah, tu as expérimenté plein de formats différents. Donc, les entretiens d'actu, des émissions thématiques comme Le Monde n'a pas de centre, des émissions spéciales, des directs comme Marche ou Grève, des éditos comme Dixit. Bon, je ne vais pas tous les nommer, mais tu as fait plein de formats, plus récemment l'année dernière aussi l'émission d'intérêt public. Alors, il y avait une question dans le chat sur l'actu déconfinée, enfin qui est devenue l'actu démasquée, qui était plus un éditorial, on peut dire. Oui, c'était une revue d'actu éditorialisée. Voilà. Alors, la question, c'était est-ce que tu vas continuer justement ce format-là? Et j'ouvrirai la question un peu plus largement sur justement ces différents formats. On a vu que certains avaient commencé, puis finalement
ont été mis en pause ou ont été abandonnés. Des fois, certains formats qui étaient en pause depuis longtemps ont été repris. Je pense par exemple à Dixit que tu avais lancé à un moment, qui a été repris ponctuellement par d'autres journalistes la saison dernière. Comment ça s'articule en fait tout ça? Bon, en fait, il y a une grille chaque saison, il y a une grille nouvelle. Donc, la saison 2, saison 3, saison 4. Et donc, Dixit, par exemple, c'est quelque chose qui est né en saison 2. Il y avait Dixit et il y avait le fond de l'info. Le fond de l'info, c'était une sorte de focus sur un sujet. Et Dixit, c'était une sorte de prise de position. On n'a pas arrêté Dixit. Dixit, c'est une forme grammaticale qui peut partir et venir en fonction des journalistes qui veulent bien le faire. Par exemple, on a ressuscité le Dixit parce qu'en fait, on avait des journalistes pigistes qui venaient et en fait, qu'on voulait tester sur des prises de position éditoriales, notamment Nadia Lazouni qui a commencé en faisant un Dixit ou d'autres. Et donc, l'exercice a plu à des journalistes en interne comme Romain Madout qui l'ont fait aussi. Mais disons que ça fait partie de ce qui est dans la besace, dans la gibecière du média. Un format ne meurt jamais. On peut toujours le récupérer. Ça dépend des. Quand un format s'arrête ou est en pause, en fait, c'est pas qu'il a été abandonné, c'est que il n'y a pas la nécessité. Maintenant, il y a des formats qui sont portés par une seule personne. Le monde n'a pas de sens, c'était quelque chose que je portais. Et en fait, j'ai plus tout simplement le temps de le faire parce qu'il y avait d'autres urgences. C'est-à-dire que quand vous devez parler au plus pressé de l'actualité, le monde n'a pas de sens, c'était quand même quelque chose qui avait une certaine. Ça prend beaucoup de temps à faire, c'est une certaine exigence. Et puis, bon, l'international n'est pas forcément la chose qui porte nos audiences. Et à un moment donné, bon, quand tu es en responsabilité, des fois, tu dois faire ce qui permet de gagner la bataille de l'audience. Mais j'ai bien aimé faire Le Monde n'a pas de centre, tu vois. Je pourrais toujours en faire si j'ai le temps. Le problème, c'est le temps. Mais c'est pas mort, on n'a pas tué ça. Alors, tu as parlé de... Magique essaie de faire un truc face au monde ou bien le monde en face. Un truc, genre une sorte de face cam améliorée sur la politique internationale. C'est plus léger que Le Monde n'a pas de centre. Il demandait du graphisme, du motion design, etc. Et bon, il a essayé ça sur les Émirats Arabes Unis. Bon, on essaye plein de choses. En fait, il n'a même pas encore nommé ça parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle Facecam. Mais en fait, l'idée, c'est de faire un Facecam spécialisé sur l'international et contextualisé. Bon, je ne sais pas si on parviendra à le faire. Mais l'idée, c'est de proposer aussi des formats aux journalistes qui vont et qui viennent, leur dire, bon, voilà, vous pouvez faire telle chose, telle chose, telle chose. Et par exemple, le Dixit, en saison 2, finalement, il a été comme associé à ma personne parce que les journalistes avaient pas très envie de prendre des positions fortes sur l'actualité, bille en tête, boum, boum, c'est un peu ça, Dixit. Je vais revenir sur une notion, enfin, même sur deux notions qui ont été prononcées tout à l'heure. Tu as parlé juste avant d'audience. Alors, on pourrait se dire, puisqu'on est un journal qui n'est pas soumis à la pression de l'audience telle qu'on peut l'imaginer par rapport à la pub et puis vendre des espèces de pubs en fonction justement des audiences. On pourrait se dire, les audiences, à la limite, c'est moins important, c'est moins grave. Alors, on comprend bien quand même que ça donne de la visibilité et donc potentiellement envie à des personnes qui ne sont pas encore sociaux ou abonnés de s'abonner. Mais comment on peut concilier cette nécessité malgré tout d'audience, qui est aussi peut-être une part de crédibilité, encore que, avec peut-être une ouverture nécessaire sur des sujets qui, on le sait, ne sont pas porteurs d'audience. Tu viens de parler de l'actu internationale, qui porte moins, évidemment, d'intérêt chez beaucoup de gens, quoi. Il y a d'autres sujets un petit peu plus compliqués. Et d'un autre côté, j'ai l'impression on a cette espèce de péché originel, j'allais dire, entre un média, mais des militants qui le créent, etc. Et on sait qu'on a dans l'audience des sociaux des gens qui sont militants et qui attendent quelque chose de très précis. Comment tout ça
ça peut s'organiser, ça peut se mettre en place et ça peut s'articuler. Là, pour l'instant, on a l'impression que c'est très compliqué actuellement. Oui, c'est difficile à articuler, ça c'est sûr. Parce que, en réalité, on est vraiment dépendant de l'audience. Il y a une forme de tunnel d'adhésion. Pour devenir socio-abonné ou donateur, il faut connaître le média. Pour connaître le média, il faut avoir vu une vidéo du média. Pour avoir vu une vidéo du média, il faut que les algorithmes des plateformes dans lesquelles on évolue t'aient suggéré la vidéo du média. Et ça crée une grammaire, ça crée une série de bonnes pratiques qui fait qu'une vidéo fait 50 000 vues, 100 000 vues, 200 000 vues, 1 million de vues. On connaît cette grammaire aujourd'hui. On la connaissait peut-être pas en 2018. Mais cette grammaire peut vous amener à éviter un certain nombre de sujets qui ne plaisent pas. Par exemple, les migrants, les exilés. C'est un sujet qui est cher à notre cœur, qui est constitué de notre identité, la défense de ces gens qui sont la cible de tous les discours d'extrême droite. Mais que vous soyez de gauche, de droite, du centre, je dis, il y a quand même une indifférence assez forte au sort des migrants. Ce qui fait que ce sont des formats qui ne marchent pas. J'ai beaucoup aimé un format qu'on a fait avec Romain Madout qui est parti à Calais, qui s'est décarcassé pour faire un super truc sur les migrants, ça fait 17 minutes. Mais moi, je pense que on doit faire de l'audience et on doit témoigner. Et en fait, pour moi, un truc doit marcher. Si ça ne marche pas, ça veut dire que ça n'a pas trouvé son public et il faut se demander pourquoi. Maintenant, il y a des sujets dont on sait qu'ils ne marchent pas parce que les gens, il y a des intérêts, une indifférence. Il faut continuer à les couvrir sans forcément se préoccuper de l'audience. Mais moi, par exemple, je dis que moi, je suis prêt à faire du flux et des actus démasqués qui marchent pour donner l'opportunité, donc pour nous donner une surface et nous donner une communauté qui finalement nous donne des ressources et des opportunités pour que Philippot aille avec Thomas Dietrich en Centrafrique et nous ramène de la belle matière, ou bien à Hong Kong, ou bien ou que Romain aille à Calais. Moi, je suis pour les sujets qui ne font pas des cartons d'audience, mais qui témoignent de quelque chose s'ils sont bien faits. Ce que je n'aime pas, c'est des choses qui sont faites un peu par le agent parce qu'on dit qu'on s'adresse à des militants et on n'essaye même pas de rendre ça grand public. Dès lors qu'on peut rendre un sujet grand public, il faut le rendre grand public, il faut faire attention aux titres justement qui utilisent le langage, la vulgate des militants. Il faut faire des titres qui peuvent pousser quelqu'un qui n'est pas encore militant à cliquer pour connaître une réalité qu'il ne connaissait pas. Donc, le snobisme journalistique, intello de gauche, non. Alors, c'est compliqué parce qu'on pourrait presque faire une émission entière sur chaque sujet qu'on va aborder. Donc, malheureusement, on va frustrer un peu, je pense, les gens qui nous regardent. Mais vas-y, Serge. Oui, tout ce que tu viens de dire, Théophile, ça nous pousse à nous poser la question du choix éditorial. Puisqu'il y a des choix à faire en fonction des moyens, en fonction de l'audience qu'on vise, en fonction de sujets qui n'auront pas forcément d'audience, mais qu'on veut quand même porter parce qu'on estime qu'ils sont dignes d'intérêt et qu'ils doivent exister. En fonction de la qualité, tu viens de dire, il faut quand même que ça ne soit pas fait par-dessus la jambe, etc. Donc, il y a des choix éditoriaux à faire et du coup, aux médias, alors toi, tu es en position de rédacteur en chef, si j'ai bien compris, mais on a parlé aussi de comité éditorial au sein du média. C'était même un sujet de conflit avec Denis Robert, si je me souviens bien. Du coup, comment ça s'articule aujourd'hui, cette question des choix éditoriaux et puis de la façon de trancher, des fois, quand il y a des désaccords peut-être au sein de la rédaction. Comment ça se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, on n'est pas d'accord dessus. Alors, le comité éditorial, tel que c'était quelque chose qui avait été, disons, imaginé avant même l'arrivée de Denis Robert. Quand moi je suis allé voir Denis Robert dans un resto de la gare de l'Est pour lui demander de nous rejoindre, je lui ai demandé de nous rejoindre en tant que journaliste et président du comité éditorial. C'est-à-dire, ce qui nous avait marqué, c'était en fait la volonté de Aude Lancelin d'incarner à elle seule la ligne éditoriale du média et en fait toute démarche différente était quasiment considérée comme hérétique. Donc finalement, il n'a pas été nommé président d'un comité éditorial parce qu'on faisait face tout simplement
à la convention collective, ça n'existe pas la convention collective. Donc, en fait, on lui a donné un rang. Mais il y avait un comité éditorial, il y avait des gens qui discutaient des contenus avec Denis. Et en fait, à un moment donné, quand il a vu que les gens étaient toujours en désaccord avec ce qu'il faisait, bah, il a commencé à en développer de l'aigreur. Maintenant, ce comité, il était consultatif en quelque sorte, dans la mesure où légalement, en fait, tu ne peux pas imposer un tel truc. Et en fait, on a voulu le mettre dans le règlement intérieur parce que, en fait, justement, Denis voulait, disons, incarner à lui seul l'identité du média. Le problème s'est posé quand il y a eu marche ou grève. Un contenu que Denis n'aimait pas, il disait que ça ne marchait pas, voulait vraiment voir disparaître parce que, bon, c'est trop gauchiste à son avis, etc. À l'époque, nous, on se disait, ben, en fait, il y a plusieurs sensibilités éditoriales qui cohabitent et en fait, il faut finalement que de manière collégiale, on les fasse vivre et qu'on tranche sur les différents. Et donc, parce qu'en gros, au moment de marche aux grève, il y avait deux rédactions médias. Il y avait la rédaction de Denis qui faisait des trucs comme ses entretiens, ses éditos, etc. Et puis la rédaction de marche aux grève qui faisait la baston, quoi. Et l'engagement. Et donc, c'est pour ça qu'on a parlé à l'époque de développer des pôles qui ne seraient pas autonomes, mais qui seraient, disons, qui auraient une marge d'action, des pôles et des groupes de travail. Les groupes de travail aussi, c'était toujours quelque chose que, quelque part, j'avais théorisé avec Lucas Gautron, en disant, ben, par exemple, on est une trop petite entreprise pour que la hiérarchie nous empêche d'imaginer les choses. On avait commencé un groupe de travail, par exemple, sur les abonnés, les sociaux. À un moment donné, on avait complètement délaissé le traitement des sociaux et le rappel même de ceux qui étaient des abonnés. Et en fait, avec Lucas, Lucas avait créé un petit outil qui nous permettait d'avoir la liste des sociaux qui n'avaient plus renouveler leur carte. Et en fait, avec Thibault, Lucas et moi, on a créé une sorte de petit groupe de travail qui rappelait les sociaux, et puis pour voir pourquoi ils n'avaient pas renouvelé. En fait, on s'est rendu compte qu'une certaine partie, 15%, 20% renouvelait, et c'était intéressant. Et donc, c'est là qu'on a créé finalement le poste de Thibault, qui est chargé de la communauté des sociaux, parce que finalement, on a testé quelque chose d'un groupe de travail. Le groupe de travail est devenu un poste. Et donc, le groupe de travail pouvait aussi devenir un pôle. C'était pour libérer, en fait, la créativité. Et en fait, après le départ de Denis, moi j'ai estimé, bon je le dis, hein, moi je suis assez franc, j'ai estimé que il y avait une nécessité de se renouveler, de proposer de nouveaux contenus, alors qu'un certain nombre d'entre eux disparaissaient, notamment on savait que l'étude de Faubert allait disparaître, l'étude de Denis allait disparaître, et tout était quand même assez porteur d'audience, il fallait... Et donc, je me suis quand même décarcassé pour trouver des idées de nouveaux contenus qui peuvent accrocher les gens. Et en fait, moi, j'ai trouvé que ce qu'on appelait le collectif, dans l'esprit de certains, c'était vraiment un truc qu'on devait délibérer pendant des siècles, contester, remettre en cause, sans forcément créer. C'est-à-dire, en fait, l'idée, pour moi, d'un comité éditorial ou bien de pôle, c'est de proposer des trucs, de faire des trucs, de remplir l'espace et puis de trancher, plutôt que d'être dans une sorte de position défensive et de dire ben non, ça s'est passé bien, ça c'est trop ci, ça c'est trop ça. Et aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que... aujourd'hui, si on avait une sorte d'organe collégial comme ça, on n'aurait pas recruté Tahawas, on n'aurait pas... Enfin, on n'aurait peut-être pas recruté... enfin, fait d'autres choix pas parce qu'il y a une personne qui déplaît ou pas, parce qu'en fait, il ne faut pas que les gens de Marianne croient que les bobards qu'ils écrivent sont vrais, mais par exemple, la question de la féminisation a été posée, et donc quand il y a eu l'opportunité de recruter Tara, les gens disent bah oui, mais c'est pas une fille. Ben oui, c'est pas une fille, mais c'est quelqu'un qui a quelque chose à nous apporter, qui fait partie de ceux qui renouvellent le journalisme français, et c'est là que vraiment ses ennemis se trompent. Et donc, aujourd'hui, je suis vraiment un peu dubitatif par rapport à cette pratique adaptée à notre contexte d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins nombreux, on a beaucoup moins de ressources, et bon, finalement,
Il y a même plus de pôle. Il y a quasiment plus de pôle, tu vois. Donc, ça tranche quand même avec la période disons, de création et de test qu'on avait quand on pensait à ces pôles et à ce comité éditorial. Alors, tu viens d'évoquer la féminisation. Alors, on va un petit peu creuser et puis parler des sujets qui grippent un petit peu. Effectivement, on peut t'entendre hein, quand tu dis que déjà le recrutement de TA a posé des questions. Cet été, il y a un autre recrutement qui a posé des questions, c'est celui de Djemil en éditorialiste. Alors, ben oui, justement, il faut bien comprendre que donc j'ai un bébé le 28 juin et je m'en vais en congé paternité pour tout le mois d'août alors que on lance notre campagne pour la matinale. Et pour qu'il y ait une levée de fonds, il faut qu'il y ait des vues. Donc, il faut pouvoir créer. Or, nos moteurs d'audience de l'époque, les moteurs d'audience étaient l'Instant Porcher et le Regard à la Noire. C'était les moteurs d'audience de cette période-là, qui faisaient des vues de manière un peu automatique. Et or, en fait, le Regard à la Noire s'arrête puisque moi je suis plus là, je vais avec lui, et l'Instant Porcher s'arrête parce que Thomas va en vacances. Donc, il faut créer, il faut réfléchir très vite à un moteur d'audience. Et comment avoir un moteur d'audience? Il faut trouver ce qui peut plaire à la frange la plus large de notre lectorat, de notre audience. Et donc, je pense à Djemil, c'est quelqu'un avec qui on avait envisagé de faire des choses depuis longtemps. Et on a pensé à faire un édito qui, en fait, puisqu'il fait déjà, en fait, à faire ce média, c'est qu'il fait déjà de manière plus ou moins épisodique sur sa propre chaîne YouTube. Et donc, forcément, ça a marché. C'est un moteur d'audience. Ça a permis de remonter nos audiences qui avaient dégringolé, c'est-à-dire on était passé, nos audiences étaient divisées par plus de 2. Et donc, ça a permis de remonter les audiences. Et quand ça remonte les audiences, ça remonte les audiences de tous et de toutes. Donc, c'est pas un parti politique qu'un média. C'est d'abord une entreprise qui propose des contenus dans un environnement concurrentiel. Et on ne peut pas dire, bon, écoute, mieux vaut prendre telle fille qui fait des contenus qui nous plaisent bien et qui nous valorisent bien, mais qui ne marchent pas trop, alors qu'on vient de perdre des moteurs d'audience qui sont partis en vacances. C'est pas possible. On ne peut pas faire comme si on évoluait pas dans un environnement. Si les audiences sont vraiment remontées en août, et ça a aidé beaucoup la campagne d'abord de pétition, puis de levée de fonds. C'est automatique. Donc, quand tu prends ce type de décision, tu es obligé de prendre en compte tous les facteurs. Et en plus, c'est pas parce que Djemil arrive que les personnes qui travaillaient là ne vont plus travailler. La question de fond, et c'est pour ça que ça mérite vraiment des fois qu'on déplace les problèmes. Le problème de fond, c'est un problème de ressources. On n'a pas assez de ressources. Donc, quand quelqu'un vient et que, en fait, ces contenus donnent de la visibilité, donnent des ressources, on ne peut pas le lui reprocher. Il faut peut-être que les personnes qui lui reprochent soient aussi des moteurs de visibilité, d'adhésion, fassent vivre les thématiques qu'elles portent par leur créativité, par leur manière d'imposer leur propre thème. Donc, c'est pas parce que Djemil est arrivé qu'il y a eu une déféminisation. En fait, on a du mal à recruter des journalistes, que ce soit garçons ou filles, simplement parce que on n'a pas d'argent. Et si on n'avait pas lancé la campagne de la matinale, si elle n'avait pas fonctionné, aujourd'hui, on en serait à licencier. C'est-à-dire à licencier même des permanents? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. De toute façon, les sociaux peuvent avoir accès au compte. C'était ça, il ne faut pas trop en dire parce que bon, ça va être sur YouTube, mais voilà. Par rapport à ce que tu viens de dire, Théophile, on a bien vu tout de même aussi que parmi les femmes pigistes qui travaillaient aux médias encore la saison dernière, certaines qui se sont exprimées sur le forum ont justement mal pris visiblement le recrutement de Djemil. Alors, tu viens de le justifier hein, par les audiences qu'il pouvait apporter. C'était des piges. Comment? C'était des piges, c'était pas une sorte de recrutement d'un permanent. Oui, oui.
Mais du coup, tu peux comprendre peut-être que ces pigistes femmes qui étaient aux médias ont pu ressentir quand même difficilement la position dans laquelle elles se trouvaient. Alors, on peut comprendre les impératifs économiques, mais est-ce que tout a été fait vis-à-vis d'elles pour peut-être leur laisser la chance aussi de faire des audiences ou pour leur expliquer que vraiment la situation euh, était trop compliquée pour pouvoir garder les piges. Est-ce que le nécessaire a été fait en fait de ce point de vue-là? Ah bon, je ne sais pas, c'est très difficile d'agir et de commenter sa propre action, d'autant plus qu'en plus, pendant l'été, j'étais très peu présent. Mais de fait, il n'y a pas un budget à dépenser aux médias. Ce n'est pas le service public. Il n'y a pas une allocation qui est distribuée et qui doit être partagée. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des flux qui produisent des revenus. Et donc, c'est parce qu'on permet à des flux qui sont plus comment dire, en visibilité d'exister, qu'on peut espérer collecter des abonnements, des dons, etc., pour payer les piges, de tous les piges et les salaires de tous. Donc, ce n'est pas une sorte de mise en concurrence sur un budget. Non, non. C'est des ressources à collecter pour tous et toutes. Donc, en plus, ce que moi j'ai trouvé vraiment désagréable, c'est face à nos difficultés, des pigistes qui ont reçu tout le soutien qu'on peut leur donner quand c'est même pas que ça allait bien, quand en fait on pouvait encore tirer sur la corde pour faire avancer leur projet, commencent à utiliser des biais qui sont dangereux, genre oui, c'est parce qu'on est des femmes, mais non, c'est n'importe quoi, c'est faux. Donc en fait, il y aurait une sorte de bande de sexistes qui déciderait d'empêcher les femmes de travailler, c'est n'importe quoi. Et c'est aussi ce genre de biais-là qui finalement nous affaiblit, nous, disons, les propositions alternatives de gauche. C'est-à-dire, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ce type de concept pour justement gagner des batailles et imposer son agenda. Non, c'est pas vrai. Il n'y a rien à voir en fait avec le genre de tel ou de tel. C'est pas ça. Alors, En plus, il y a quand même il faut être quand même conscient. une réalité objective dans le profil des journalistes qui travaillent actuellement aux médias, c'est que Oui, mais objectivement, il y a très peu de femmes. objectivement, il y a très peu de femmes, mais on peut faire une histoire du média. Parce qu'en fait, c'est aussi un truc sur les statistiques et les probabilités. Quand en fait, il y a une dizaine de personnes dans une boîte, 4 femmes, 6 hommes, et que en fait, finalement, on se retrouve avec une femme ou 2 femmes ou 0 femme, et 3 ou 4 hommes, c'est-à-dire en fait, ça peut s'expliquer, ça s'explique surtout par des considérations individuelles plutôt que des considérations de masse. On n'est pas genre ici à France 2, il y a 1000, à France Télévisions, il y a 1000 journalistes et 50 femmes, oui, c'est un problème systémique. Mais là, c'est pas ça. Comment ça s'est fait le média? Au départ, il y avait égalité entre les femmes et les hommes. Et les dirigeantes étaient des femmes. Sophia Chikirou, Aude Lancelin, etc. Et en fait, lors de la première crise, où Aude Rossignol est partie, il y a eu des gens qui sont partis. Toujours une majorité de femmes, enfin, plus de femmes que d'hommes sont partis à chacune des crises. Et quand donc Aude Lancelin est présidente de l'EDPLM, il y a combien de filles? À part Aude, il y a Virginie et Dolores. C'est déjà très masculin. Et en fait, Virginie était un peu, disons, l'alliée de Aude, elle s'en va en même temps que Aude, elles lancent ensemble un média qui s'appelle QG, où Virginie n'a jamais été même salariée, c'est-à-dire c'est passé très très mal. Mais en fait, on oublie de voir ça. Et en fait, on dit oui, en fait, il y a des méchants masculins qui, aux médias, ont viré Virginie, etc. Alors que, objectivement, voilà, il y a une histoire qui était une histoire, on ne va pas rentrer dans les détails, d'autant plus qu'il y a des procédures judiciaires, mais c'est une histoire qu'on peut raconter, qu'on peut objectiver. Ça n'a rien à voir avec les gens des uns et des autres. En plus, justement, pourquoi ce sont quasiment que des femmes qui ont été des pigistes et qui ont été dans les difficultés? Parce que quand on a voulu renouveler l'équipe après Denis, on n'avait pas les moyens d'embaucher. Et en fait, on a voulu quand même avoir un certain nombre de femmes. Et c'est pour ça qu'on a pris
toutes les femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles ou je sais pas quoi, qui sont venues aux médias lors de la saison dernière. Et si nos ressources avaient augmenté, en fait, c'était des personnes qui auraient sans doute été titularisées. On les a pas pris pour les jeter. Du coup, aujourd'hui, l'historique fait que il y a combien d'hommes et il y a combien de femmes dans l'équipe en tout? Parce qu'on a un peu la visibilité sur les journalistes qu'on voit, mais il y a aussi les techniciens, on ne sait pas, on les connaît moins. Aujourd'hui, c'est combien les chiffres à peu près, un ou deux? Ça, je ne sais pas, il faudrait que je calcule, mais il y a, même parmi les techniciens, historiquement, il y a toujours eu plus d'hommes. Les techniciens de plateau, il y a Jordan, moi je ne vais pas citer tout le monde, en tout cas, il y a des monteuses, il y a deux monteuses, je crois, et sur 5, je ne sais pas. Enfin, moi, je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas effectuer une comptabilité, mais en tout cas, effectivement, il y a plus d'hommes que de femmes dans la rédaction qui nous concerne. Et en fait, la rédaction aujourd'hui du média, c'est pas grand monde, hein. On est 5 ou 6. On va essayer de féminiser autant que faire se peut. C'est ce qu'on avait déjà essayé avec les pigistes qui étaient majoritairement des femmes, parce que on commence pigiste ou alternant et puis on finit salarié, quoi. Oui. Par exemple, quand tu dois choisir un alternant ou un pigiste, tu choisis aussi en fonction de ses qualités intrinsèques. Par exemple, moi je recrute beaucoup. J'ai recruté Nicolas Maillard, c'était un garçon, bon, même adultes, c'était des garçons, mais c'était des gens dont on connaissait le potentiel. Ils sont d'abord venus comme alternants et puis ils ont été salariés. Donc aujourd'hui, on peut se donner comme règle de ne prendre que des alternantes. Aujourd'hui, on a une seule alternance, c'est Lisa Royal, qui est une femme. Qui a publié un article cet après-midi même sur le site. Et en fait, mais qui, bon, voilà, donc il y a d'autres. On est à la recherche d'autres alternants, donc on peut privilégier des alternantes parce que finalement, on se rend compte que le moyen d'entrer dans la rédaction du média le plus, disons, le plus sûr, c'est l'alternance. C'est le statut qu'avait Jade aussi? Jade était stagiaire. Était stagiaire. D'accord. Ok, alors, je propose qu'on passe un petit peu à notre sujet, parce que, comme je dis, on pourrait faire une émission entière de 2 heures sur chaque thématique. Du coup, je propose qu'on relance avec une question qui nous a été posée dans le forum. Diffan Labrise qui nous demande pourquoi finalement le média s'est-il montré réticent, alors, ce sont ses mots, hein, à l'idée de faire appel à des socio-correspondants citoyens, notamment pour alimenter en images et en sujets et en reportages la rédaction. C'est pas qu'on s'est montré réticent, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand il y avait le JT, les correspondants citoyens en fait étaient plus utiles parce qu'en fait ils ramenaient des images. Quand on a transformé en fait l'antenne et qu'il y a eu plus d'émissions de plateau, des trucs moins actu, bon, on avait moins besoin des correspondants citoyens. Mais aujourd'hui, la matinale redonne de la voix aux abonnés, aux correspondants, qu'ils soient citoyens, enfin aux sociaux, qu'ils soient correspondants citoyens ou pas. Mais demain, un socio, par exemple, si un socio qui est en province a couvert la manif d'aujourd'hui, il peut venir la raconter au téléphone et puis ces images passent. Donc non, je ne pense pas qu'on ait été réticents, c'est que les besoins à chaque saison sont différents. Et puis aussi, il y a un autre aspect, c'est qu'en fait, en saison 1, par exemple, il y avait une journaliste qui était en charge des correspondants citoyens. Ça demande du temps de travailler avec eux. Et après, bon, on n'en a plus eu. Et bon, comme on faisait des sujets, disons, plus magazine, plus chartés, on a fait entrer Marine dans la rédaction, Marine Manassi-Réanou, qui en fait a travaillé sur des sujets faits main dans la main avec les sociaux, comme du piano à 4. Et, bon, et puis il n'y a plus eu de ressources, elle en a fait moins, et puis là en fait on va essayer de lui faire en faire plus. Dans le cadre de la matinale, du coup. C'est ça. Oui, dans le cadre de la matinale, mais ça va être diffusé aussi. Je pense à fatiguer. Ouais. Alors, c'est ce que j'allais dire, hein, on est sur la fin. Là, il y a des sujets, un sujet un peu compliqué. Alors, on peut mentionner qu'il a été posé, Théophile, je pense, c'est que ça a fait débat, c'est l'émission sur le Rwanda qui avait été... Oui, non, en fait,
l'émission sur le Rwanda a créé des remous. L'interview en fait de Judy River que j'ai faite a créé des remous et continue d'en créer en interne et à l'extérieur. Alors, moi, je peux m'expliquer sur pourquoi j'ai pris la décision de l'interviewer d'abord. Je sais, en fait, parce que le génocide au Rwanda, il se déroule quand je suis en terminale au Cameroun. Le Rwanda, il y a des réfugiés rwandais dans ce pays qui est aussi le mien. Et en fait, je sais très bien qu'il y a eu un génocide, que ce génocide a eu des impacts divers et variés. Et je sais aussi qu'il y a une sorte de stratégie du récit féroce de Kagame et qui est documentée dans la presse du monde entier pour faire taire empêcher toute enquête judiciaire sur le versant sur ses propres crimes et pour empêcher même toute recherche historique sur ces crimes. Et donc, on avait déjà fait quelque chose avec des chercheurs qui étaient, disons, plus dans le mémorial du génocide des Tutsis. Et j'ai interviewé Judy River parce qu'en fait, elle avait une toute autre analyse et en fait, qu'elle avait eu des prix de journalistes, tout simplement, au Canada, que la presse sud-africaine, des médias qui ne peuvent pas être soupçonnés de complotisme, ont quand même accueilli son travail. Et puis surtout, elle est poursuivie par les services secrets rwandais, etc. Elle vit sous protection quand elle est en Belgique. Donc, en plus, son livre, qui doit être édité par Fayard, a été déprogrammé et finalement a été édité chez Max Milo. Donc, je me suis dit, il faut lui donner la parole. Je ne pense pas forcément qu'elle possède la vérité ou qu'elle n'ait pas de biais, mais en tout cas, même ceux qui, disons, en fait, le récit du génocide au Rwanda, c'est comme si en fait, il n'y avait eu qu'un génocide au Rwanda, mais il y a eu un génocide et des massacres de masse, des Hutus, et puis après, il y a eu une sorte de guerre internationale au Congo. Et en fait, anthropologiquement, ce que les Occidentaux font sur le Rwanda, c'est créer une sorte de double humanité. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, imaginez que vous êtes un Hutu, et en fait, vous avez l'impression que ce sont seuls les crimes qui visent les Tutsis qui intéressent la communauté internationale. Imaginez que vous êtes un Tutsi par exemple, il y a en ce moment, Kagame arrête des youtubeurs, il s'acharne sur des rescapés du génocide qui ne tiennent pas le même discours que ce que lui il veut. Donc, on est face à une dictature qui est vraiment, je pense, c'est la dictature, une des dictatures les plus féroces d'Afrique. Et la solution, ce n'est pas de figer l'histoire. Ma thèse, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a une histoire. Il ne peut pas y avoir de révisionnisme au Rwanda parce qu'il n'y a pas eu de possibilité d'écrire l'histoire, tout simplement. Pour écrire l'histoire, il faut que le territoire soit accessible aux historiens. Mais les historiens français qui vont au Rwanda ne parlent que de ce qui arrange Kagame. Et donc, en fait, on peut dire, bon, écoute, tel ou tel journaliste, tel historien, tel enquêteur n'a pas bien fait son boulot, mais c'est parce qu'il n'y a pas accès au terrain. C'est comme aujourd'hui, on parle de la Chine et des Ouïghours. On dit, oui, non, on ne peut pas dire ça sur les Ouïghours, mais la Chine n'a qu'à ouvrir son pays. C'est-à-dire, en fait, finalement, comment dire, accompagner la censure des dissidents de dictature, c'est accompagner la dictature. En plus, vu de France, il y a une sorte de culpabilité qui fait qu'on on voit le génocide au Rwanda et l'histoire du Rwanda selon le prisme de nos errements qui ont été réels. Mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'aux États-Unis, les médias américains sont sensibles à tout l'accompagnement dont Kagame a bénéficié de la part des compagnies canadiennes, américaines pour piller le Congo. Chacun, mais qu'est-ce que doivent voir les Africains? Les Africains, les Congolais, les Africains qui souffrent en fait de cette tyrannie. Ils doivent entendre quand même que leur propre souffrance est entendue. Et donc, moi, j'ai fait cette interview parce que j'estimais que c'était un auteur qui était digne d'être entendu. Maintenant, je ne suis pas d'accord quand elle dit que la France n'a fait que ce qu'elle devait faire au Rwanda. Je ne pense pas. La France poursuivait un objectif impérialiste au Rwanda. Elle se souciait pas mal, en fait, enfin, elle se fichait pas mal des morts et du génocide en cours. C'est quelque chose qui était documenté. Mais Kagame
s'est servi aussi du génocide pour être au pouvoir depuis 27 ans en ayant 99% de voix sans pour autant que ça dérange les gens. Aujourd'hui, il tue tout ce il fait tuer, arrêter tout ce qui s'oppose à ce qu'il dit. Donc, moi, je veux bien, en fait, qu'on dise qu'elle a tort, mais est-ce que moi, je peux aller au Rwanda comme journaliste? Est-ce que les journalistes qui ne sont pas avalisés par Kagame peuvent aller au Rwanda? Jamais. Le problème, ce qui lui est reproché à Judy River, c'est pas de critiquer Kagame ou de dénoncer l'espèce de dictature brutale qu'il exerce actuellement, c'est de nier en quelque sorte le génocide. Non, elle ne dit pas le génocide. Elle dit qu'il y a eu un génocide des Hutus. Moi, je ne dirais pas ça. Ouais. Elle va même, si je me souviens bien, jusqu'à qualifier une partie du génocide des Tutsis comme ayant été commis par des Tutsis eux-mêmes déguisés en, oui, en fait, elle dit qu'elle a pour déclencher une reçu les témoignages de rescapés du FPR, enfin de dissidents du FPR, qui lui disent qu'en fait, il y a eu des sombres jeux de ce type. Moi, je suis en incapacité de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, mais les personnes qui le contestent n'en savent pas plus en réalité, parce que ces rescapés du FPR, ils ne sont pas allés les interroger. Et puis, en plus, il y en a qui sont morts d'avoir parlé. Donc, comment on peut savoir avec certitude que c'est faux? Parce que ça a l'air invraisemblable. En fait, le truc, c'est que dès lors que tu considères le travail d'un journaliste comme digne de confiance, bah, tu l'écoutes. Quand un journaliste dit j'ai recueilli les témoignages de tel ou de tel, en fait, il est impossible de lui demander mais c'est qui ta source et puis d'aller interroger sa source pour vérifier que c'est. Non. Dès lors que tu décides de considérer le travail d'un journaliste comme digne d'intérêt, bah, tu lui poses des questions. Mais poser des questions à quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu valides tout ce qu'il dit. Même, c'est-à-dire, la démarche même consiste à dire ah oui, non, mais c'est invraisemblable, donc c'est faux, elle n'est pas rationnelle, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des rescapés du génocide qui sont arrêtés. Il y a quelqu'un, dont en fait un rescapé qui a témoigné de ce que, à cette période, c'est le FPR qui a tué ses parents Tutsis, il a été jeté en prison. Il y a encore une rescapée du génocide qui est youtubeuse qui a été jetée en prison. Là, en ce moment, ça n'arrête pas. Parce que le pouvoir veut contrôler le récit sur le génocide. Donc, moi, je ne crois pas ce que dit Judy Rivergent à 100%, c'est vrai, mais je refuse, parce qu'en fait, finalement, ce qui était proposé, c'est d'écouter, en fait, parce que les historiens français qui ont parlé du génocide des Tutsis étaient fâchés, dépublier votre truc, sinon eux, ils dépublient leur, je dis, ben, qu'ils dépublient le leur, nous ne pouvons pas être l'objet comment dire, du chantage d'historiens. Historiens qui, en réalité, n'ont jamais travaillé sur l'autre versant de la crise. Ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien. Donc, voilà. Je trouve que bon, l'avenir, l'histoire jugera. Mais, de toute façon, on va pas épuiser le débat. La violence contemporaine, c'est en ex-Yougoslavie comme au Rwanda, une justice internationale qui ne juge qu'une partie des coupables et qui, en fait, envoie le message que la vie de ceux qui n'étaient pas du bon côté n'a pas de valeur. C'est ce qui est, c'est ce qui ressort du tribunal pénal international pour le Rwanda. Ils n'ont pas mis en accusation un seul pro-Kagame qui a commis des crimes. Or, les crimes étaient énormes. C'était des crimes contre l'humanité, ça c'est sûr. Donc, à un moment donné, il faut remettre en cause les processus qui aboutissent à ces justices des vainqueurs, tout simplement. C'est un vaste sujet et ce n'est pas nouveau, hein, finalement. De toute façon, malheureusement, l'histoire rejoue ce qu'elle a déjà joué dans le passé proche, dans le passé moyen et dans le passé lointain aussi. Donc, il y aura toujours une certaine forme d'opacité, malheureusement, qui nourrira à la fois tous les doutes et toutes les idées, quoi, malheureusement. Alors, je propose vite fait qu'on pose une toute dernière question avant de se séparer, qui devrait être un petit peu plus légère, qui a été posée dans le chat. Je suis désolé, je suis obligé de sauter du coq à l'âne, c'est sans transition. Hein, oui, moi, je suis fatigué en plus. Voilà, donc c'est la dernière, après on arrête. Donc une dernière question. Au-delà de l'actualité politique, c'est Héloïse qui nous la pose, imposée par le calendrier, bien sûr,
et l'actualité. Quels sont les sujets et les thématiques qui te semblent importantes et incontournables et qui pourraient être abordées par l'équipe au cours de la matinale? Y compris par les pigistes, elle dit. Y compris par les pigistes, tout à fait. Bon, la matinale est vraiment très axée sur l'actualité sociale et politique. C'est vraiment le truc qu'elle met le plus en valeur, mais la matinale n'est pas tout le média. Et l'enjeu, c'est de pouvoir renouveler la confiance avec les donateurs pour qu'ils nous fassent sortir, les donateurs, les sociaux, les abonnés, pour qu'ils nous fassent sortir en fait de la période difficile dans laquelle on est et qui nous permettent de refaire des programmes plus divers. Mais sinon, la matinale elle-même est vraiment très axée politique, lutte sociale, ça c'est sûr. Théo, le mot de la fin, tu l'as déjà dit, hein, c'est qu'il faut plus que jamais soutenir le média financièrement, évidemment, si possible, mais aussi en partageant son contenu et en faisant découvrir au maximum de gens le contenu du média sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram aussi, il y a des contenus intéressants. Même sur Mastodon, si vous êtes un adepte du libre, il y a un compte Mastodon, le Média TV. Je le redis aussi, nous les sociaux engagés, on a aussi tous ces comptes-là, donc n'hésitez pas à nous suivre, puisque nous, notre objectif, hein, c'est aussi de donner le maximum de visibilité aux médias. Donc abonnez-vous aux deux, retweetez, repartagez tout ce que vous pouvez au maximum, likez, commentez, enfin bon, la totale, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, on remercie Cory. Parce que c'est la tradition, vous le savez, on remercie Cory pour signaler la fin de l'émission et pour saluer son travail. On remercie aussi Michel qui était dans le chat, qui a bien bossé aussi ce soir. Merci Michel. Serge, un petit mot pour finir? On va souhaiter surtout bon courage à Théophile pour la petite nuit peut-être qu'il va passer. Non, demain je suis pas à l'antenne, donc je vais me réveiller pour regarder la matinale. D'accord, donc c'est relâche pour toi demain. Si ton bébé t'en laisse le loisir. Oui. Et puis on espère que l'équipe va pouvoir tenir le coup avec cette matinale qui doit prendre beaucoup d'énergie à tout le monde. Oui, absolument. Et puis on espère. Mais bon, en fait, moi, le message que je voudrais oui, vas-y. C'est qu'en fait, le média n'est pas immortel. J'ai encore vu quelqu'un qui dit oui, en fait, lui, il se désabonne, il arrête de contribuer parce qu'il n'y a plus telle et telle émission, etc. Je trouve que des fois, nos abonnés, nos sociaux, pas tous, certains, sont dans une sorte de démarche soit puriste, soit consumériste qui est assez étonnante parce que c'est déjà là et qu'on a eu tous ces contenus, ces centaines de contenus, d'interviews, de reportages, d'enquêtes, etc., qu'on se dit finalement, bon, je ne suis pas content, j'arrête de financer, je les punis. Mais tu peux être pas content un jour et le lendemain être très content. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est assez frustrant. C'est-à-dire, il s'en est fallu de peu à chaque fois qu'on disparaisse totalement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est acquis dans l'esprit de beaucoup qu'on est là. Mais en fait, c'est grâce à eux qu'on tient. Et s'ils ne sont pas là, on n'est pas là. Et si on n'est pas là, en fait, ce qui les intéressait, par exemple, il y a quelqu'un qui dit ah oui, mais il n'y a plus d'OSA, puis il y a plus de. Il y a tel qui est un SOSDEM et pas tel qui est plus radical. En fait, alors qu'on est en train de travailler avec tel justement qui est plus radical pour faire un contenu. Mais en fait, c'est comme si en fait il fallait absolument que 100% des contenus ressemblent à ce qu'ils veulent pour qu'ils considèrent que cet espace de liberté doit survivre. Je trouve que c'est frustrant. D'autant plus que les gens qui y travaillent en faisant beaucoup de sacrifices. J'ai du mal à comprendre. Un message pour un petit peu plus d'ouverture d'esprit pour les sociaux et les abonnés. Pourquoi pas Mais Serge, on prend l'appel. D'ouverture d'esprit. Hein. Mais dans certaines circonstances, certains, ils donnent l'impression d'avoir beaucoup de foi en la solidité de quelque chose qui ne dépend que d'eux. Merci beaucoup Théo. Merci pour ta disponibilité, pour ta franchise, pour ta transparence et pour ton endurance aussi physique notamment, puisque tu t'es levé très très tôt et là vraiment c'est dur pour toi. Merci à tous et bonne soirée. On se quitte comme d'habitude en musique avec, comment il s'appelle déjà? Tiens, je vais manger son prénom. La solitude de l'homme de bar. Merci à tous. Merci Théo. Merci Serge. À bientôt. Merci Michel. À bientôt. Ciao. Salut.